Une production des studios Bars. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Enfin, Nordvolt débarque au Québec. La parodie d'Arnaud Soli, c'est drôle ou pas? Les données sont encourageantes pour Rivian et 1732 km en une seule journée pour un semi de Tesla. Hitachi Energy déploie des solutions de recharge intégrées pour le RTC. Sébastien Côté nous parle de faire face à des multiples réservations de véhicules électriques, tandis que Stéphane Levert nous parle de son essai de la GV70 électrifiée. En grande entrevue, on parle des projets d'électrification chez Hitachi Energy et leur projet de recharge pour autobus à la RTC. Nos chargeurs sont des tiroirs, donc ils peuvent être changés. Donc ce n'est plus du tout l'approche que vous voyez par exemple dans nos rues ou quoi que ce soit. C'est vraiment des salles électriques intégrées. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 159 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Mesdames et messieurs, quelle belle période de l'humanité pour animer un podcast qui traite de transport électrique avec les annonces, avec les nouvelles qu'on a ces temps-ci. C'est tout à fait fantastique. Écoutez, la nouvelle, la grosse nouvelle des 2 dernières semaines, c'est sans contredit l'annonce de l'arrivée de l'usine de Nordvolt qui va s'installer sur la rive sud de Montréal. Écoutez, je suis même pas certain que les gens mesurent l'ampleur de ce que cette usine-là implique. En fait, c'est ni plus ni moins que la phase 2 du fameux maître chez nous de Lesage. On vient là avec cette usine de cellules de batterie, on vient complètement compléter la chaîne d'approvisionnement qui va faire en sorte qu'on va avoir à la fois une indépendance, mais une capacité d'autoproduction de ce que ça prend pour les véhicules électriques ici au Québec sans être dépendant de plusieurs pays asiatiques pour nos batteries ou nos cellules de batterie. Je vous rappelle que l'usine va fabriquer les cellules. Là, les cellules de batterie servent à fabriquer des modules et ces modules-là, lorsqu'on les assemble, forment les batteries de véhicules électriques. Donc, on va être capable de tout fabriquer localement ici. C'est vraiment extraordinaire. C'est 3 milliards de fonds publics qui vont être investis sur un total de 7 milliards. Donc, le reste de l'argent, là, c'est des fonds privés ou d'autres fonds qui vont être mis pour le lancement de cette usine-là. Et c'est une réponse directe au IRA, là, le Inflation Reduction Act américain, qui est un crédit de taxe à la fabrication batterie par batterie. Donc, plus on fabrique de batteries, plus on a de crédit. Si on limite la fabrication de batteries, ben, on va avoir moins de crédit. On va vraiment être à la remorque de cette loi américaine-là, ce qui va nous permettre là, de garder notre avantage concurrentiel ici au Québec de façon vraiment intéressante. Pour vous donner une idée dans quoi c'est révolutionnaire, c'est que fabriquer des batteries ici, c'est fabriquer des batteries avec une énergie qui est propre. On sait que l'utilisation d'un véhicule électrique, ben, c'est écologique dans la mesure où les véhicules qui vont rouler avec des batteries n'émettront pas de polluants, mais on dit tout le temps c'est la fabrication de la batterie qui est l'élément polluant. Évidemment, plus on fabrique des batteries de façon propre, donc avec une énergie propre entre autres, ben moins notre batterie aura d'impact. Et juste des chiffres là, pour vous donner une idée. Actuellement, on sait que rouler électrique, c'est avantageux pas mal partout dans le monde. Actuellement, les batteries sont essentiellement faites en Chine. Là. Il y a quelques autres pays asiatiques, mais essentiellement la Chine. Et les batteries émettent 100 kg de CO2 par kilowattheure. OK? Donc, à 100 kg de CO2 par kilowattheure, une voiture électrique demeure avantageuse. On parle à Nordvolt d'amener cet impact-là à 10 kg de CO2 par kilowattheure, donc une réduction de 90 % de l'empreinte écologique. Imaginez, déjà c'est avantageux, puis on va réduire de 90 % l'impact écologique avec ces batteries-là. Alors, je pense que ça vous aide à comprendre l'ampleur de l'importance de cette nouvelle qu'on ne saurait garder sous silence, à silence on roule, bien entendu. Une autre nouvelle, et puis là, ben, je vais vous solliciter votre avis. Vous connaissez sûrement l'humoriste Arnaud Soli,
qui a une émission qui s'appelle le Club Soli, si je ne me trompe pas trop. Et bon, c'est des sketchs et humoristiques, bien entendu. Et dans le cadre de cette émission-là, il a produit une chanson, comme il fait souvent, mais là, c'est une chanson humoristique qui traite de la voiture électrique. Ça reprend une multitude de clichés sur la voiture électrique. Écoutez, je vous propose de l'écouter et je vous reviens tout de suite après avec des petites questions pour vous. Char électrique, c'est pas pratique, mais au moins c'est cher. Char électrique, en train de charger depuis avant-hier. J'ai acheté un char électrique pour sauver la planète. Mais déjà, en sortant de l'usine, le mal est défait. Veux-tu de quoi au Saint-Hubert? On est pris 1 heure ici. C'est la seule place pour se brancher à Saint-Tite. Tu peux aller au chalet si le chalet est dans ma ville. Tu peux le prendre pour tes vacances si t'aimes ça faire la file. Mais quand il fait fret, l'autonomie rapetisse, exactement comme mon... Char électrique, c'est pas pratique, mais au moins c'est cher. Char électrique, ça risque d'attendre jusqu'en 2030. On dit que la technologie est pas encore aboutie. D'abord, pourquoi tu me vends la voiture aujourd'hui? Le char se conduit tout seul, ça c'est sick. Sauf qu'il est parti sans moi au Mexique. Solo de char électrique. Oh, c'est full silencieux. Je pense qu'il y a juste plus de batterie. Char électrique, c'est full facile, débarrasser de ses piles. Char électrique, tu sautes sur le gaz, mais ça coûte 100 000. Char électrique, Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, c'est de l'humour, là, on comprend, puis il faut être capable de voir le deuxième degré là-dedans. Puis on sait qu'il y a une multitude d'humoristes et de personnalités connues qui ont des voitures électriques. Si on reste dans les humoristes, on a eu Martin Cloutier ici au podcast Silence on roule. On sait que Mike Ward roule dans Tesla, tout ça, puis non que du positif à dire sur les voitures électriques. Mais est-ce que ce genre de sketch humoristique qui reprend, je l'ai dit, une pléiade de clichés sur la voiture électrique aide ou nuit à la cause? J'aimerais vous entendre, j'aimerais connaître votre opinion là-dessus. Je vous invite à le faire idéalement sur notre boîte vocale question.silenceonroule.com question.silenceonroule.com. Si vous préférez le faire par écrit, martin@silenceonroule.com. Et puis, dans une prochaine émission, là, on pourra rediscuter de ça et faire écouter certaines de vos opinions sur le sujet. Alors voilà, et je tiens à vous dire qu'on a essayé d'entrer en contact avec l'équipe de production de l'émission ainsi que la gérance de Arnaud Soli, mais ils ont décliné la présence à Silence on roule. Sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités parce qu'on a une émission bien chargée aujourd'hui. Entre autres, on va avoir comme grand sujet la compagnie Hitachi Energy et leur projet en lien avec l'électrification des transports, là, des véhicules plus lourds, les autobus et les camions lourds. Donc, ça va être très intéressant. Alors, on va écouter l'actualité puis on poursuit avec Silence on roule. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585.
La société suédoise de batterie Nordvolt a annoncé, vous le savez, la semaine dernière, la construction d'une usine de batterie de véhicules électriques de 5,2 milliards de dollars américains, soit 7 milliards canadiens, à McMasterville, au Québec, sa première usine en dehors de l'Europe. L'usine aura une capacité annuelle de production de batteries de 30 gigawattheures au début, puis de 60 gigawattheures par la suite. Selon Nordvolt, le site de 170 hectares accueillera la fabrication de cathodes, de cellules, ainsi que le recyclage des batteries. La loi sur la réduction de l'inflation, le IRA, adoptée l'été dernier, est l'un des facteurs qui a permis à l'entreprise de se décider et de bâtir la nouvelle usine au Québec. L'emplacement répond à l'une des clauses d'admissibilité au crédit d'impôt fédéral pour les véhicules électriques qui, en vertu de l'IRA, inclut la production nord-américaine de batteries de véhicules électriques. L'IRA a pris l'industrie par surprise, a déclaré Paolo Ceruti, cofondateur de Nordvolt et ancien dirigeant de Tesla, dans une entrevue qu'il a accordée à Reuters. Il a ensuite déclaré que Nordvolt avait réuni une sélection de sites intéressants il y a environ un an, accélérant le processus au début 2023. Certains sites aux États-Unis ont été envisagés, a déclaré Ceruti à Reuters. Le site canadien a finalement été choisi en partie en raison de l'accès aux matières premières et aux énergies renouvelables, ainsi qu'à l'abondante expertise sur le terrain. Les expertises de S&P Global Mobility affirment que le Cybertruck de Tesla offre aux propriétaires actuels de Tesla une autre raison de rester fidèle à la marque. Tesla bénéficie du taux de fidélisation de la clientèle le plus élevé parmi tous les constructeurs automobiles et les analystes estiment que le Cybertruck pourrait l'accroître. Actuellement, les fidèles propriétaires de Tesla sont plutôt limités lorsqu'il s'agit de faire une mise à niveau car la gamme du constructeur automobile ne comprend que 2 berlines, le modèle 3 et le modèle S et 2 multisegments, soit le modèle Y et le modèle X. Cependant, l'arrivée du Cybertruck dans les prochaines semaines pourrait offrir plus de variants selon S&P Global Mobility. Le Cybertruck est considéré par Ken Chiu, qui suit les données de fidélité de Tesla à titre de directeur associé du service conseil chez S&P Global Mobility, comme un élément vital pour conserver les fans de Tesla au sein de la marque. D'autres produits Tesla qui élargiraient les portefeuilles sont également considérés comme essentiels pour que la marque maintienne son haut taux de fidélité. De nouveaux records rapprochent Rivian de la réalisation de ses prévisions annuelles. Les nouvelles données trimestrielles de production et de livraison de véhicules électriques de Rivian révèlent un autre trimestre exceptionnel et des progrès significatifs en production. Au cours du troisième trimestre de 2023, la société a produit 16 300 véhicules électriques dans son usine de Normal dans l'Illinois, soit 121 % de plus qu'il y a un an, établissant un nouveau record. En termes de livraison de véhicules, Rivian rapporte 15 564 unités en hausse de 136 % par rapport à l'an dernier. Le semi de Tesla a parcouru 1732 km en une seule journée lors d'essais indépendants. Ça s'est produit lors d'un test très innovant et ça permet d'avoir beaucoup d'ambition pour ce camion lourd pour les prochaines années. Il a été lancé l'année dernière et PepsiCo est l'une des premières compagnies qui est client du Tesla Semi et elle a affirmé que le Semi est capable d'une autonomie de plus de 800 km en une seule charge. Ces dernières semaines, une organisation indépendante aux États-Unis, le North American Council for Freight Efficiency, a testé les camions de PepsiCo, les Semi, ainsi que les camions électriques dans le cadre d'un défi appelé Run for Less. L'un des points forts du défi qui a duré 18 jours a été le Semi de Tesla qui a parcouru 1732 km ou 1076 000 en une seule journée. On va en parler un peu plus longuement dans notre grande entrevue dans quelques instants, mais Hitachi Energy a déployé avec succès une solution centralisée de recharge d'autobus électriques multivéhicules pour le réseau de transport de la capitale, le RTC, l'agence de transport collectif de la grande région de Québec. La technologie a été sélectionnée pour être testée dans le cadre d'un projet pilote en 2022 à la suite d'un appel d'offres remporté par Hitachi Energy. Ce projet de 3 ans représente une étape importante vers l'électrification ultime de l'ensemble des parcs d'autobus de l'infrastructure du RTC. Le projet pilote fournit également des données précieuses sur les meilleures stratégies de recharge pour un grand nombre de véhicules. La technologie sélectionnée pour le projet pilote est la solution Grid eMotion Fleet d'Hitachi Energy, un système de recharge intégré capable de fournir des capacités de charge de plusieurs mégawatts adaptées aux exigences des flottes d'autobus urbains. Le système nécessitant 60 % moins d'espace que les systèmes de recharge conventionnels et une diminution de 40 % du câblage de dépôt. Cette solution de réseau a été prise et a
a été déployé dans les projets pour le transport durable de certains des plus grands systèmes de bus urbains à travers le monde, notamment Londres, les Royaumes-Unis, Berlin, l'Allemagne, ainsi que la Suède et l'Australie. Tesla a mis à jour son site web américain pour ajouter un modèle Y à propulsion moins cher avec un prix de base de 43 990 $ américains, ce qui, après incitatif, pourrait en faire le modèle Y le moins cher disponible aux États-Unis. Le nouveau modèle remplace le modèle Y All-Wheel Drive auparavant avec la version qui était la version la moins chère, avec un prix de base de 47 740 $ américains, qui a été abandonné le mois dernier suite à une décision surprise. Il est question d'un véhicule à propulsion arrière plutôt qu'à traction intégrale, donc avec un moteur en moins qui permet d'économiser de l'argent pour ceux qui n'ont pas besoin des deux moteurs. Il est également une question d'une batterie qui coûte moins cher. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Et de retour avec moi en studio, notre collègue et ami Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Petite question comme ça, as-tu commencé à magasiner ton costume d'Halloween? Ça fait longtemps que je me déguise plus. Vient un temps hein, où c'est les parties costumées nous intéressent un peu moins. Écoute, on va se déguiser, toi et moi, aujourd'hui en personne clairvoyante parce que c'est un sujet d'actualité depuis déjà quelques années. Plusieurs de nos auditeurs sont dans cette situation-là. On a mis notre nom sur 1, 2, 3, 4 réservations de voitures. Des fois, 2-3 fois la même voiture chez 2-3 concessionnaires de la même marque, mais dans des villes différentes. Et parfois, pour des modèles de voitures différentes, on a réservé une ID4 ici, une Ioniq 6 là-bas, puis on a peut-être une Polestar qui est en attente. Puis là, en plus, on voit que des prix ont baissé pour Tesla. Et là, on se dit, laquelle de toutes ces réservations-là, pour laquelle je vais céder? Est-ce que c'est la première qui va être disponible? Est-ce que c'est le meilleur deal du moment? Ou pire encore, est-ce que je vais prendre la première disponible parce que c'est disponible là, même si ça ne répond pas aux critères qui m'ont amené à faire des réservations chez l'un ou l'autre des concessionnaires? Donc, une grosse question, laquelle de mes réservations je dois prioriser quand j'en ai plusieurs? Oui, c'est un gros sujet. Puis en fait, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas parlé peut-être là 5 ans. C'est assez jeune comme sujet. C'est sûr que les années 2021-2023 ont été particulièrement difficiles au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Puis, bon, le secteur des véhicules électriques a été assez touché. Puis, ça a eu comme effet, justement, comme tu as mentionné, que les gens vont s'en réserver plus d'un. Puis, parfois même réserver des choses vraiment à l'opposé. Un petit véhicule, un gros véhicule, un SUV, une voiture, des budgets complètement différents. Fait que c'est pour ça, maintenant, il faut peut-être s'asseoir. Oui, il y a une étape préalable de réflexion. Hein? Oui. Ben oui, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Mais même quand on a fait notre travail, là, je vais donner un exemple où on réserve 2-3 véhicules différents, mais de même catégorie. Là, hein? C'est le même type de véhicule qui répond à nos besoins. Ben, la journée où on a fait la réservation, il y a peut-être 12, 18, 24 mois, la réalité était peut-être différente d'aujourd'hui. Réalité économique. Les taux d'intérêt ont grandement changé. Il y a des voitures qui étaient intéressantes il y a 2 ans, mais avec les taux d'intérêt actuels, peuvent l'être un peu moins. Il y a même des modèles de véhicules que lorsqu'on l'a réservé, le véhicule venait avec certaines fonctionnalités ou certaines options. Puis au fil du temps, le manufacturier les a enlevés. Donc, si on accepte le véhicule dans 6 mois, 1 an, ben ça va être un véhicule qui aura des options différentes de celles qu'on avait choisies au moment où on a fait la réservation. Donc, ça peut peut-être venir nous bouleverser un peu dans nos réflexions, là. Oui, effectivement. Puis, il ne faudrait pas attendre justement à l'appel du premier concessionnaire ou même la surprise qui pourrait nous arriver quand il y en a un qui nous tombe sur la table le lendemain matin. C'est pour ça que toujours peut-être essayer de se reposer la question, pas tous les mois nécessairement, mais plus le délai est long, plus les facteurs que tu viens de mentionner vont arriver. Donc, il faut vraiment être prêt à cette disponibilité qui pourrait vous arriver soudainement. Puis,
tous les facteurs vont affecter cette décision-là. Si vous êtes pressé de recevoir un véhicule, si vous avez une location qui se termine, tout ça, ça va peut-être changer beaucoup de facteurs dans le choix du véhicule. Nos critères vont peut-être être un peu moins serrés parce qu'on est mal pris puis ça prend absolument un véhicule, effectivement. Puis plusieurs personnes se sont retrouvées au fil du temps dans des situations comme celle-là où on accepte un véhicule qui n'est peut-être pas exactement celui qu'on aurait pris, avoir eu tout disponible. C'est pas lui qu'on aurait pris, mais des fois, c'est notre deuxième choix, puis c'est correct aussi, mais des fois, c'est notre 3, 4e, 5e choix, puis on l'accepte un peu en se bouchant le nez. Est-ce qu'on doit vraiment s'embarquer dans des paiements pour X nombre d'années d'une voiture de ce prix-là, alors que c'est pas celle qu'on veut vraiment? C'est cher à payer, puis en fait, il faut vouloir rouler électrique, là. Oui. C'est pour ça que je vais juste retoucher certains éléments qu'on a déjà vus dans une de mes premières chroniques, là, qu'on disait quelle auto est la meilleure. On disait que c'était la voiture qui va répondre à vos besoins. Fait que ça serait bon peut-être d'avoir votre petit tableur à côté de vous sur chacun des véhicules que vous avez réservés ou peut-être que vous pensez à les réserver aussi dans les nouveautés qui sortent. Donc, vraiment, vous reposez les mêmes questions des autonomies, le besoin d'autonomie que vous avez besoin quotidiennement, occasionnellement. Les autonomies augmentent sur tous les véhicules. On a une moyenne quand même assez similaire sur le marché maintenant. Donc, le critère est peut-être un peu moins important, mais après ça, l'utilisation principale du véhicule, là, vous avez réservé peut-être parce que votre beau-frère vous a dit, bon, telle marque ou tel modèle, mon concessionnaire a une grande disponibilité, puis là, vous êtes allé là, mais il ne fait pas partie de vos... Il ne répondra pas à votre utilisation du véhicule parce que vous allez l'utiliser pour une vocation familiale, mais il n'y a pas beaucoup de place. Donc, vraiment, repensez à toutes ces questions-là. Avez-vous besoin de remorquer et de transporter des vélos? Puis aussi, combien de temps vous avez devant vous? Comme on mentionnait tantôt, évidemment, lui que vous préférez, bien, ça ne sera pas le premier qui va arriver. Fait que... Oui, souvent, c'est comme ça. La nature est ainsi faite, ou ce qu'on nous propose. Puis, il arrive aussi, Sébastien, où on a des choix. Donc, on a déjà, par exemple, réservé 3 modèles de véhicules différents. Puis, on se dit, ben peu importe quel des 3 va être disponible en premier, ils me conviennent. Mais là, à un moment donné, on voit une 4e marque qui fait un spécial qui baisse ses prix de quelques milliers de dollars, disponibilité immédiate. Et là, c'est un véhicule auquel on n'avait jamais songé. Donc, notre réflexion initiale qui nous a amené à nous mettre sur 3 listes n'avait pas tenu compte du tout de ce modèle-là pour plusieurs raisons. Et là, on fait comme « Ah, je pourrais l'avoir tout de suite. » Et là, on est tenté d'effacer ou d'oublier les réflexions qu'on a faites pour les 3 modèles qu'on a réservés et de se garrocher sur le premier venu uniquement parce qu'il est disponible. Il faut faire attention, là, c'est dangereux comme comportement, ça. Oui, parce que là, on met un facteur que l'être humain, ça peut nous jouer des tours, c'est le côté émotif, le côté émotion. On pourrait être pressé à y aller, mais il faut toujours revenir à nos questions de base. Comme j'ai mentionné, votre petit tableur va vous permettre de voir, OK, lui est arrivé, il y a ci, il y a ça. Oui, il va être très bon, mais est-ce qu'il va correspondre à tout? Est-ce que je saute dessus? Il faut vraiment faire attention à ça. Oui. Au-delà du modèle, il arrive aussi, puis on l'a entendu souvent, les gens ont réservé, puis là, je dis n'importe quoi juste pour illustrer le propos. Par exemple, une Ioniq 5 grise avec, telle grosseur de batterie, puis tout ça. Mais là, il y en a une qui ressemble à ce qu'on a demandé, une Ioniq 5, mais pas la même couleur. Ou telle option qu'on avait demandé qui n'est pas là, mais elle serait disponible tout de suite. Et là, on nous la pousse en disant, tu devrais prendre celle-là, elle est disponible. Je le sais qu'il n'y a pas telle option que tu voulais, mais on ne le sait pas quand est-ce qu'on va l'avoir avec l'option que tu as demandé, mais celle-là est disponible maintenant. Et là, on laisse tomber certaines fonctionnalités. Parfois, quand on fait notre liste, il y a des incontournables. Donc, il y a des trucs qu'on dit ça le prend absolument, mais des fois, il y a des éléments que c'est des nice to have, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Là. Donc, c'est cool si on l'a, mais si on ne l'a pas, c'est pas la fin du monde. Donc, on peut revoir peut-être certaines de nos positions pour avoir le véhicule plus vite. Effectivement. Bien, souvent, on est du genre à se gonfler peut-être ou à surévaluer ce qu'on aurait vraiment besoin. À ce moment-là, comme si tu viens de mentionner, on a mis ce qui est primordial puis ce qui est secondaire. Surtout, par contre, allez pas vers quelque chose un item primordial que vous seriez prêt à laisser tomber. Faites attention à ça parce qu'il ne faudrait pas regretter quand même votre choix au final. Si, mettons, même la semaine d'après, vous pourriez avoir l'appel de l'autre véhicule que vous vouliez. Fait que soyez vraiment sûr de ce côté-là que les incontournables, sortez pas de là.
Sébastien, il y a un point que je veux qu'on traite en terminant qui est, je pense, qui est important. C'est-à-dire que des fois, on fait le choix d'un véhicule avec un modèle, des options, puis tout ça, il n'est pas disponible. Et là, on voit arriver, puis on n'a pas le choix. Tu l'as dit tantôt, hein, des fois, notre location qu'on a actuelle a fini, puis là, ça nous en prend un. Là, on est dans le trouble, là, si on n'en a pas un à court terme. Et là, par magie, il y a un autre modèle qui serait disponible, qui n'est pas du tout ce qu'on voulait. Et là, il y en a qui ont le réflexe de dire, je vais acheter celui-là pour ne pas être à pied. Puis dans 2 mois, 3 mois, quand mon autre va être disponible, je vais revendre lui. Le prix des usagers, le marché est bon pour l'usager, donc je ne perdrai pas trop à le revendre. Je vais revendre celui-là qui aura 3 mois, puis je vais aller reprendre l'autre. Mais là, il faut faire attention. Là, quand on fait des flips rapides comme ça, avec les subventions, là, il y a des précautions à prendre. Hein? On ne fait pas ce qu'on veut. Oui, au fédéral, c'est bon vraiment dans l'année civile. Donc, si on est dans la même année civile, on n'aura pas le droit à une deuxième subvention. Puis au Québec, je pense qu'on a le droit jusqu'à 3 demandes. Mais il faut rester 3 ans immatriculé au Québec ou des critères comme ça. Donc, il faut faire attention avec les subventions là, pour ne pas se faire avoir. Là. Effectivement. OK. Donc, ce qu'on a à retenir de tout ça, mon cher Sébastien, c'est qu'il faut éviter les gestes, je dirais, impulsifs ou un peu trop émotifs quand le téléphone sonne, que c'est pas prévu, puis qu'on nous offre une belle voiture électrique, mais qui n'est pas exactement ce qu'on voulait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la prendre, mais il faut remettre en relief les critères qui nous avaient amenés à faire certains choix, puis s'assurer qu'on ne passe pas à côté de ça, simplement pour être capable de dire qu'on a une voiture électrique vite. Donc, il faut s'assurer qu'elle réponde bien à nos besoins, très importants. Les gens qui auraient des questions à te poser, mon cher, on fait ça comment? Par courriel à sébastien.côté@silenceonroule.com. Mon cher Sébastien, on se reparle au mois de novembre? Oui. Bon ben, à la le mois prochain. Martin. Ciao. Au revoir. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Daniel Simounet, qui est vice-président chez Hitachi Énergie pour l'industrie des transports en Amérique du Nord. Monsieur Simounet, bienvenue à Silence on roule. Bonjour Martin, merci. Ben, écoutez, d'entrée de jeu, peut-être un peu nous situer ce qu'est Hitachi Énergie. Le nom Hitachi est bien connu, je crois, là, de la majorité des gens sur la planète, mais Hitachi Énergie particulièrement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, Hitachi Énergie, en fait, on est un chef de file mondial en technologie de l'énergie, de systèmes énergétiques. Donc des technologies d'électrification, que ce soit par exemple des transformateurs, ce sont des appareils, des disjoncteurs, etc., jusqu'à l'utilisation électrique jusque dans nos foyers. Donc en fait, on donne la technologie, on fabrique la technologie. Et en fait, Hitachi Énergie vient d'un groupe qui était avant, à l'époque, on était la division réseau électrique de ABB. Et elle a été rachetée, cette division-là, il y a 3 ans maintenant. Et maintenant, on s'appelle Hitachi Énergie. Donc, on fait partie de la grande famille de Hitachi. Excellent. Et là, donc, vous fabriquez des pièces ou des composantes électriques pour des systèmes de puissance. Donc, on parle de composantes qui sont physiquement assez grosses et qui sont faites pour gérer des systèmes à haute puissance. Vous faites également des pièces pour à plus petite échelle ou à plus petite puissance? Oui, alors on est vraiment comme vous l'avez dit, on est vraiment dans la grosse puissance.
Notre clientèle est a été majoritairement toujours au niveau des utilités électriques, donc des Hydro-Québec de ce monde, ou ailleurs en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde. Donc nous, c'est évident qu'on a dans notre ADN, c'est la puissance, c'est des hautes tensions. Donc on parle de transmission à haute tension. On est un des leaders pour les systèmes, par exemple de transmission à haute tension en courant continu. On parle de mégawatts et multi-mégawatts. Et alors oui, on descend. On va aller dans des applications évidemment plus petites. Mais je vous dirais que on n'est pas dans le foyer, par exemple, pour des chargeurs. Si on parle de la mobilité électrique, hein, on n'est pas au niveau des chargeurs de niveau 2 ou ce type-là. On est dans une autre dimension. D'accord. Ben, on s'en va tranquillement vers là, M. Simonet, puis c'est intéressant parce qu'évidemment, à Silence on roule, on parle de mobilité électrique. Donc, vous avez, par la force des choses et par le type de produit que vous développez, vous êtes appelé à travailler sur des projets ou des réalisations en lien avec la mobilité électrique. Parlez-nous donc du type de projet dans lequel vous avez été impliqué. Oui, tout à fait. Alors nous, du côté de Hitachi Energy, comme on travaille avec la haute puissance, on a une approche un peu différente par rapport à la mobilité électrique. On a commencé à regarder, il y a quand même pas mal d'années, ça fait à peu près 10 ans, on a commencé à regarder le côté appel de puissance, qu'est-ce que les bus, les autobus électriques ou les camions du futur ou même les voitures feront comme demande au niveau puissance. Alors, on a développé des technologies de haute puissance dans les centaines de kilowatts et on est maintenant rendu au mégawatt, donc aux milliers de kilowatts. Et donc ça a été notre conception. Donc on fait vraiment des systèmes centralisés, nous, de haute puissance. On ne fabrique pas de système pour les voitures. Alors dans les projets sur lesquels on travaille, on a surtout un focus, par exemple, sur les parcs d'autobus électriques. Ça c'est le premier candidat sur lequel on travaille, où on a développé des technologies de recharge. Très optimisé, centralisé, qui nous permet un peu de faire ce qu'on dit en anglais du scale-up, donc de la mise à l'échelle, on va dire en français, où on parle de gros dépôts avec des centaines d'autobus ou des centaines de camions, où une approche avec additionner des chargeurs ne fonctionnera pas. Donc nous, on a développé vraiment des solutions du côté de Hitachi Energy, des solutions centralisées qui nous permettent d'aller chercher cette alimentation électrique pour des garages ou autres. Je vous arrête tout de suite, oui. M. Simonet. Parce que je trouve ça super intéressant. Vous nous parlez, par exemple, de parcs d'autobus qu'on doit alimenter, qu'on doit recharger, puis vous nous dites, on essaie d'y aller avec une approche qui est différente que d'accumuler plusieurs chargeurs. Concrètement, vos solutions, qu'est-ce qu'elles proposent de différent d'une solution où on installe plusieurs bornes rapides, par exemple, dans un dépôt avec une grosse alimentation à l'extérieur, puis on alimente toutes ces bornes-là pour être capable de recharger les véhicules. Qu'est-ce que vous offrez de différent? Eh bien, le problème lorsque vous commencez à avoir avec l'approche traditionnelle, c'est que les chargeurs actuels vont être des chargeurs qui se branchent on dit en tension faible, à basse tension. Donc, lorsque vous commencez à accumuler les puissances, vous obtenez des courants qui commencent à devenir énormes. Vous avez besoin d'avoir une infrastructure à partir de la distribution, donc de l'utilité électrique. Vous devez grossir cette installation-là, donc qui va amener de la tension moyenne jusqu'à la tension basse. Et là, vous avez des infrastructures qui sont énormes. Vous êtes pas optimisé, c'est-à-dire que vous accumulez des transformateurs dans toute la chaîne et vous avez un espace requis qui est énorme. Donc au lieu de voir une approche centralisée ou dans laquelle vous pouvez optimiser, donc au lieu d'avoir par exemple une vingtaine de transformateurs et nous, ce qu'on fait, c'est que finalement on se limite à 2 ou 3. On intègre ça dans notre technologie complètement centralisée. Nos chargeurs sont des tiroirs, donc ils peuvent être changés. Donc ce n'est plus du tout l'approche que vous voyez par exemple dans nos rues ou quoi que ce soit. C'est vraiment des salles électriques intégrées qui peuvent en plus permettre qu'on puisse rajouter des compartiments plus tard, etc. Donc, c'est vraiment très conçu pour les flottes
de transport ou dans lesquels vous avez 20, 30 autobus et vous n'avez pas d'espace, hein, souvent dans ce genre d'entrepôt. C'est un gros défi d'électrifier de nos jours des dépôts, des garages d'autobus, puis ça va être le même problème au niveau commercial. Vous avez un gros problème d'espace, puis après, vous avez un gros problème au niveau intégration avec le réseau électrique. Et nos systèmes nous permettent de se brancher directement à la tension moyenne. Quand vous parlez de tension moyenne pour nos auditeurs, M. Simounet, vous parlez de quelle tension? On parle de 25 kilovolts, par exemple, autour de ça. Alors que les systèmes traditionnels que vous allez voir vont être au Canada à 600 volts. Vous voyez? Donc, nous, on se branche directement sur la tension de distribution donc de Hydro-Québec, ce qui nous permet donc d'autres avantages. Donc, je vous ai dit, il y a un avantage d'espace, il y a un avantage d'intégration, aussi d'efficacité, parce que là, vous travaillez avec des tensions plus hautes, donc vous allez chercher plus d'efficacité. Et le fait que notre système soit centralisé, ça permet une intégration aussi moins complexe. Donc, au lieu d'avoir des transformateurs, une chaîne avec des transformateurs, des disjoncteurs, etc., nous, on rassemble tout ça dans une solution pour le client. Et là, le client, lui, peut se permettre d'avoir une installation bien plus facile. Et en plus, on peut sauver beaucoup de temps dans l'installation et éliminer beaucoup de risques. Donc, il y a beaucoup d'avantages. D'accord. Et est-ce que cette solution-là, vous parliez que c'est quelque chose qui est bien adapté, par exemple, aux autobus, est-ce qu'il y a des sociétés de transport au Québec qui font affaire avec cette solution-là que vous proposez? Oui, bien exactement. C'est là où j'allais en venir par rapport au projet. Vous me demandiez tout à l'heure les projets sur lesquels on travaille. Alors, on a Hitachi Energy, c'est une entreprise mondiale. On a plusieurs projets déjà qui sont dans les grandes villes, hein, comme à Berlin, on a à Londres, on en a aussi à Vasteras. Donc, on a plusieurs installations. Première installation, en fait, elle va être d'ailleurs inaugurée. On est très fiers de l'inaugurer en début octobre. C'est avec le réseau de transport de la capitale. Le RTC. Donc, on a livré une solution qui va être, c'est un projet pilote. Le RTC était très soucieux de voir comment ils allaient pouvoir régler justement le problème d'électrification dans leur garage. Et ils ont voulu tester plusieurs technologies, comprendre la technologie pour du grand déploiement. Donc, c'était pas juste un test qu'ils voulaient faire sur des autobus électriques, ils voulaient aussi s'assurer de valider certaines choses par rapport au déploiement futur. Et ils comprenaient les enjeux justement d'électrification par rapport à l'entrée électrique, etc. Donc, on a livré ce projet-là, on est très fiers. C'est un projet on parle à peu près d'1 mégawatt, là, le système qu'on a offert. Et là, ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est qu'il y a plusieurs prises, différents types de prises. Le RTC voulait tester les prises traditionnelles, les prises comme pour les voitures électriques, qu'on appelle CCS. Mais aussi, il teste la technologie à pantographe, qui est une technologie de connexion automatique par le toit sur les autobus. Donc, ça va leur permettre de valider un peu toutes ces technologies-là et prendre leurs décisions par rapport aux futurs appels d'offres. Et est-ce que cette technologie-là que vous proposez dans ce cas-là pour le RTC avec les autobus, c'est une technologie qui serait adaptée dans un contexte, par exemple, de transport de marchandises, par exemple, un transporteur qui va faire l'acquisition de, je sais pas moi, de camions Lyon ou Volvo électriques, etc., et qui a besoin d'avoir une infrastructure de recharge en dépôt? Est-ce que c'est une solution qui est adaptée aussi au contexte de transport de marchandises? Oui, tout à fait. En fait, en ce moment, on est en train d'installer pour ce marché-là, on est en train d'installer un système en Californie avec la compagnie Penske qui va essayer qui va justement tester la technologie pour s'assurer que tout fonctionne. Dans le cas de ce qu'on voit au niveau du commercial, c'est une approche qui est plus avec les prises. Par contre, prises standards. On ne voit pas une application avec les pantographes, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, parce que ça nécessite une modification sur les camions, une standardisation que le marché ne veut pas actuellement. Il regarde pour d'autres standards, et ce sont des standards qui sont plus de type prise manuelle, vous voyez. Mais notre technologie s'applique très bien, en effet, parce que à la fin, c'est pas la prise qui est le seul élément. C'est ce qui est important, c'est que l'électrification passe par ces convertisseurs, ces chargeurs, et les enjeux sont les mêmes.
que vous soyez dans une société qui ont, par exemple, qui a une centaine d'autobus dans leur garage, ben, c'est la même chose au niveau du commercial. Vous allez avoir des gros camions de classe 8 et qui vont se rassembler à des endroits pour se recharger, et il y en aura des cinquantaines et plus, donc des mégawatts encore à gérer. Une question qui me vient en tête, c'est que lorsque, par exemple, une petite entreprise avec 2-3 véhicules électriques décide d'électrifier son garage, par exemple, on va interconnecter les bornes et ça va être sur l'entrée électrique, par exemple, dans le cas d'une entreprise qui est alimentée en triphasé. On va être sur l'entrée électrique et évidemment, l'énergie consommée va être facturée par Hydro-Québec, par exemple, ici au Québec, parce que, il y a le compteur électrique qui est là puis qui mesure. Dans votre cas, étant donné que vous êtes connecté directement sur le 25 kV, comment est facturée l'énergie? Est-ce que Hydro-Québec vient installer un compteur séparé pour votre application? Oui, en général, c'est une discussion avec... Alors, tous les utilités électriques sont un peu différents. Dans ce cas-là, ça sera un compteur séparé, en effet, pour cette entrée-là. Justement, là, vous touchez un point intéressant, c'est que lorsque vous avez un utilisateur, un client qui va brancher trois camions, par exemple, et qui peut se brancher sur son réseau 600 volts, donc son réseau basse tension sur son édifice. À un moment donné, il va arriver vite à la capacité maximale. Nous, on a des cas là aux États-Unis, tout de suite, vous branchez 2-3 camions, là, ça y est, là, ils sont déjà à la limite. Alors, en plus, c'est qu'il faut que vous fassiez toute votre infrastructure dans le building si vous voulez rajouter des prises, par exemple. Avec notre solution, vu que c'est une approche centralisée, complètement indépendante du building, ben, ce que vous faites, c'est que vous vous mettez en parallèle, finalement, de l'édifice. Et là, c'est beaucoup plus facile à tirer les câbles, etc. Et vous avez juste à avoir une entente avec votre utilité électrique et lui dire, bon, ben voilà, moi, j'ai besoin d'une certaine capacité, une certaine entrée électrique, et vous me la mettez en réseau moyen, et à ce moment-là, vous avez une entente directe avec eux. On entend souvent parler, M. Simounet, je vais utiliser le terme fragilité, fragilité, ou encore les limites qui sont sur le point d'être atteintes sur certaines portions du réseau de distribution électrique. Quand on arrive avec des systèmes comme les vôtres qui vont venir chercher 1 mégawatt ou en puissance, ou peut-être même plus dans certains cas, est-ce que vous êtes parfois confronté à une incapacité ou une indisponibilité de puissance sur le réseau de distribution? Mais clairement, ça va être l'enjeu. Ça, c'est clairement un enjeu. La puissance, l'appel de puissance qui est nécessaire dans ce genre par exemple, de garage, c'est pas prévu encore. Donc, tout le monde travaille là-dessus. C'est sûr que là, en ce moment, les utilités électriques, évidemment, commencent à planifier ça pour s'assurer qu'il n'y aura pas ce problème. Mais vous avez touché un bon point. C'est dans le réseau de distribution lui-même qu'il va y avoir des ennuis. Regardez, nous, on a plusieurs clients aux États-Unis en ce moment qui sont dans les villes, parce que évidemment, on est en train de faire un focus en ce moment sur les autorités de transport. Donc, vous imaginez bien que les grosses villes, Chicago, New York, tous ces gens-là, il faut qu'ils amènent des mégawatts dans une ville qui, des fois, peut pas se le permettre. Alors évidemment, tout ça va marcher seulement si, évidemment, on travaille avec les utilités électriques, mais c'est aussi que les technologies soient efficaces et que les technologies soient, et là, j'en ai pas parlé encore, mais nos technologies, nous, sont avec une approche d'intégration logicielle. Et le logiciel va permettre de pouvoir gérer les appels de puissance, quitte à même associer des systèmes de gestion de l'énergie. Là, on parle de batteries, de packs de batteries sur le réseau, associés avec un logiciel qui va nous permettre de lisser le courant, par exemple. Donc, les technologies existent. On a plusieurs cas, nous, sur lesquels on travaille pour ce genre de problématiques, donc les appels de puissance. Et en plus, ça peut être une technologie qui peut nous permettre d'avoir l'entrée électrique au moment opportun. C'est-à-dire que vous pourriez fonctionner avec, par exemple, un pack de batterie sur le réseau qui vous permet d'avoir l'appel de puissance, et vous attendez que votre entrée électrique soit remontée par votre utilité électrique. Donc, il y a des solutions. C'est pas facile, mais c'est des choses qui se planifient.
c'est des choses qui se discutent surtout avec l'utilité électrique. Et après ça, c'est avec les manufacturiers, voir est-ce qu'il n'y a pas des solutions entre deux qui pourraient permettre d'éviter le problème dont vous parlez. Écoutez, le temps file, mais en terminant, j'aimerais avoir votre vision en lien avec comment on va faire pour y arriver. Tu sais, on parle de cas bien précis, mais si dans 10, 15, 20, 25 ans, la majorité des entreprises s'électrifient au niveau du transport, la quantité de puissance qui va être requise à certains endroits donnés, on peut penser par exemple à des parcs industriels où il y a énormément d'industrie et de camionnage qui est à cet endroit-là. Comment on peut y arriver? Est-ce que, et je vous pose la question, l'autoproduction locale est un incontournable ou on va être capable d'y arriver uniquement en gérant mieux l'énergie que nous fournissent les utilités comme Hydro-Québec? C'est que chaque région a ses propres réalités. On le voit, par exemple, au Québec, c'est une réalité différente que la Californie, clairement, au niveau de l'alimentation électrique. Mais oui, je pense que on a en tout cas, du coup, point de vue technologique, je vais vous répondre d'abord. On a les technologies pour nous permettre d'avancer. C'est pas vrai que tout va se faire d'un coup. Donc, ça peut se planifier et les technologies peuvent rencontrer, en tout cas, répondre à ces besoins. Donc, après, pour les gros parcs, tranquillement, les puissances vont arriver et comme ça va pas arriver d'un coup, c'est très possible de rajouter les chargeurs au fur et à mesure que le réseau, lui, se fortifie et que la puissance augmente. Donc après, associé avec des technologies, comme vous dites, de distribution, de génération locale, qui est peut-être plus compliqué au Québec à cause de nos conditions climatiques, etc. Mais par exemple en Californie, c'est évident que ça passera par de la ressource renouvelable avec panneaux solaires ou éoliens mélangés avec le réseau électrique et des chargeurs intelligents. Donc oui. La réponse est oui, ça va passer inévitablement par ça, mais peut-être que les solutions seront un peu différentes au Québec versus la Californie. Alors, ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les solutions proposées par Hitachi Energy, évidemment, on va mettre les liens vers l'entreprise dans les liens attachés au podcast. Monsieur Daniel Simounet, qui est vice-président pour l'industrie du transport chez Hitachi Energy, merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui. Et merci à vous de m'avoir reçu. Bonne journée. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Plus tôt cette année, je vous avais parlé d'une voiture Genesis, la G80 électrifiée. Voiture que dans le fond, Genesis offre aussi dans des variantes à essence, mais qui avait décidé d'électrifier et rendre une version électrique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un véhicule qui est
applique exactement le même principe, mais cette fois-ci, un VUS, le GV70 électrifié. Donc, au même titre que la G80, Genesis arrive au Canada avec une seule version disponible au Canada. Et dans ce cas-ci, pour le GV70, c'est la version Prestige à 4 roues motrices. Donc, cette version-là, le PDSF pour 2023 était de 84 000 et pour 2024, une hausse de 500 $ pour être à 84 500 $. Je vous rappelle que chez Genesis, les frais de transport et préparation sont inclus dans le prix qui est affiché. Il faut juste rajouter les frais de climatiseur et la taxe de pneus qui vient s'ajouter sur le montant que je vous ai divulgué plus tôt. Donc, ce montant-là, si on compare par exemple à la compétition du GV70 électrique, on parle par exemple, Cadillac Lyriq dans sa version luxe équipée, ou le BMW iX de base, c'est exactement dans les mêmes barèmes de prix. Donc, maintenant, au niveau technique, on parle d'une batterie d'une capacité de 77,4 kWh de 800 volts. Donc, tout comme la G80 électrifiée que je vous ai parlé plus tôt cette année, ça n'utilise pas la plateforme partagée EGMP du groupe coréen Hyundai dans la grande famille Hyundai. Par contre, c'est la même architecture électrique qu'on amène dans le GV70 qui va, par exemple, vous donner aussi des capacités de V2L qu'on appelle, donc de pouvoir alimenter des appareils à l'extérieur, autant dans l'habitacle qu'avec un adaptateur qu'on va pouvoir brancher dans le port de recharge pour pouvoir alimenter des appareils que vous auriez à l'extérieur de votre véhicule. Donc, autre que la différence que ce modèle-ci est propulsé par des moteurs électriques plutôt qu'un moteur à essence, tout le reste du véhicule est identique à ces variantes à essence. Donc, tout l'aspect extérieur, autre que le fait qu'il va y avoir une trappe à l'avant pour pouvoir brancher le véhicule, tout le reste du design est identique. Même chose à l'intérieur, donc on retrouve la même finition, très bien finie, très solide. D'ailleurs, j'aime beaucoup cet aspect-là des produits coréens électriques que j'ai essayé jusqu'ici. C'est des véhicules qui sont exemplaires au niveau de cet aspect-là. J'aime vraiment beaucoup ça. Au niveau de l'espace pour les occupants, c'est très généreux. Donc, les espaces, autant à l'avant qu'à l'arrière, sont très bien installés à bord. C'est confortable, même que le conducteur va bénéficier d'un siège massant. Donc, super pratique pour les longs trajets pour pouvoir être moins fatigué, arriver à destination. Au niveau de l'espace cargo maintenant, on ne peut pas dire que c'est la plus grande force du GV70. Au niveau du coffre, le seuil est quand même relativement assez élevé, qui offre un espace, je dirais, raisonnable, sans être nécessairement l'aspect que vous devriez rechercher si vous vous dirigez vers le GV70. En termes de comportement routier, c'est un véhicule qui se débrouille relativement bien, mais encore là, c'est pas une vocation sportive que vous devriez rechercher dans ce véhicule-là. On a une puissance totale de 320 kW combinée des deux moteurs, qui est correct selon moi pour le véhicule qu'on a, le poids qu'on doit déplacer avec un véhicule électrique de ce type-là. C'est tout à fait convenable. Petit mot sur le système multimédia à bord. On retrouve un écran central de 14,5 pouces qui est tactile. Par contre, pour pouvoir l'atteindre à l'aide du doigt, vous allez devoir vous avancer un petit peu pour pouvoir l'atteindre. La meilleure façon, c'est vraiment d'utiliser la molette sur la console centrale qui est vraiment faite pour pouvoir contrôler lorsque vous conduisez. Et derniers aspects, lorsqu'on parle d'un véhicule électrique, l'autonomie et les capacités de recharge, donc le GV70, Genesis annonce 350 km d'autonomie. Moi, je vous dirais que c'est un chiffre qui est très pessimiste et qui serait facile d'atteindre cette distance-là et même
et même de faire mieux. Donc, à ce niveau-là, moi, je vous dirais, n'ayez pas peur d'un chiffre que vous pourriez juger plus bas que ce que vous attendriez d'un VUS de ce prix-là. Au niveau de la recharge rapide, ce qui est intéressant avec Genesis, c'est qu'avec l'architecture 800 volts, évidemment, ils peuvent annoncer des puissances de recharge beaucoup plus élevées que la compétition. Donc, on parle ici de 250 kW. Ce qu'ils annoncent, c'est de passer de 10 à 80% en 18 minutes. On s'entend que c'est dans des conditions idéales, avec une batterie qui aurait été préconditionnée à l'avance, avec une température optimale à l'extérieur. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de tester avec des bornes qui sont accessibles pour le commun des mortels, qui sont très répandues au Québec. Donc, Circuit électrique a une borne près de chez moi qui a une puissance de 120 kW. Donc, 120 kW, c'est pas dans ce qui est le plus puissant qu'on peut trouver sur la route, mais non plus dans les bornes les moins puissantes. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une puissance qui était idéale pour pouvoir faire un test réaliste des bornes qu'on croise le plus souvent maintenant. Donc, sur la 120 kW, ce qui est intéressant, c'est que je suis arrivé avec un pourcentage de charge restant de 20%. Et dès le départ, le GV70 a été capable d'obtenir le 120 kW et il a maintenu ça pendant 24 minutes jusqu'à 80%. Donc, j'ai pu bénéficier de la pleine puissance de la borne qu'elle pouvait me donner pendant tout le long de ma recharge. Il n'y a eu aucun plateau dans lequel la puissance aurait diminué, par exemple, à 50% ou à 60%. Ça a vraiment maintenu la pleine puissance jusqu'à 80%. Donc, au-delà des puissances maximales que les manufacturiers peuvent annoncer qu'un véhicule peut accepter, ce que je trouve intéressant dans le test que j'ai fait ici, c'est que le GV70 a été capable d'accepter une puissance d'au-delà de 100 kW jusqu'à au moins 80%, ce que je trouve excellent. Donc, pour le mot de la fin, je réitère que Genesis, c'est une marque de luxe qui est extrêmement sérieuse. Mais pour moi, quelqu'un qui serait intéressé, comme dans ce cas-ci, pour un VUS de luxe électrique, je l'envoie faire un essai routier chez Genesis sans hésiter. Alors, c'est ce qui met fin à ma chronique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100% électriques. Depuis 2021, le Max-EV a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max-EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues, des freins à disque hydrauliques ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max-EV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max-EV est éligible à une subvention de 12 500 $. Pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux me fier au GPS de ma voiture, aux bornes qui sont présentées là-dedans pour savoir où je dois aller me charger? Vous devez savoir que votre voiture a été livrée avec une version de GPS avec des cartes qui contiennent des bornes de recharge, bien entendu, mais ces cartes-là sont, la majeure partie du temps, non dynamiques, donc ne se mettent pas à jour au fur et à mesure où des nouvelles bornes apparaissent. Vous devez donc, à intervalles réguliers, 1 an, 2 ans, aller chez votre concessionnaire et faire mettre à jour votre GPS de voiture, ce qui est coûteux
coûteux. Donc, on va vous charger pour cette opération. Sachez que vous pouvez cependant utiliser des applications mobiles qui, pour la plupart des voitures, peuvent être utilisées sur le tableau de bord via l'interface Android Auto ou Apple CarPlay. Et ces applications mobiles, que ce soit celles du circuit électrique ou d'autres, vous présenteront en temps réel les bornes de recharge et au fur et à mesure où des nouvelles bornes apparaissent, ces dernières seront incluses automatiquement dans votre outil. Trois événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Premièrement, l'AVEC débarque au salon 50 ans et plus de l'Estrie. C'est au centre des foires de Sherbrooke, au 1600 boulevard du Plateau Saint-Joseph. Le relais électrique se recharge au salon du véhicule électrique. C'est du 10 au 12 novembre au centre BMO de Saint-Hyacinthe, au 2730 avenue Beauparlant. Venez essayer toutes les voitures électriques disponibles sur le marché. Et le relais électrique se recharge au Salon international de la femme de Québec. C'est du 18 au 19 novembre au centre des foires de Québec, Expo Cité. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui Daniel Simounet, Sébastien Côté et Stéphane Levert. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs. Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solutions, Précision PPF, Vitres teintées, Cubex Équipement, Fizz électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot et le magazine L'Alternative électrique et finalement l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives@silenceonroule.com. Finalement, vous pouvez nous laisser un message vocal sur notre boîte vocale numérique au questions.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.